Bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau seuil est franchi dans la lutte contre le Covid. Le ton est donné à Lyon. Les réunions de plus de 10 personnes sont concernées. On entendra le docteur Jonathan Freund. Il était la figure de l'optimisme dans cette crise. On lui demandera si son optimisme s'est un peu tempéré. Sur le front économique, la réunion de crise a eu lieu pour tenter de sauver Bridgestone. C'est l'emblème de la production française menacée. Que faire ? Nous poserons la question à Geoffroy Roux de Bézieux. Il est la voix du patronat qui est mise en accusation par une partie de l'opinion. Et puis la petite phrase de Jean-Michel Blanquer, sur les tenues soulèvent les passions. Il parle de tenues républicaines en appelant les élèves à la décence. Peut-on aller à l'école en short ou le nombril à découvert ? On entendra les réactions. On verra aussi l'éclairage historique pour ou contre les blues, pour ou contre le jean, pour ou contre les marques. Chaque génération a eu son débat. Tout d'abord, tout s'accélère dans la crise du Covid. Le ton est donné à Lyon avec une série de nouvelles mesures, la limitation des réunions, la question des tests, on va y revenir. Mais d'abord, ce tour de vis spectaculaire dans la région lyonnaise. On écoute le préfet du Rhône qui s'exprimait tout à l'heure. Les événements rassemblant plus de 10 personnes doivent toujours faire l'objet d'une déclaration en préfecture ou sous-préfecture en présentant le protocole sanitaire prévu. Par ailleurs, les événements de plus de 5000 personnes sont actuellement interdits, conformément aux orientations nationales, et comme c'est le cas également à Bordeaux, Marseille et Nice, la jauge est abaissée à 1000 personnes maximum. Et avec nous, en direct, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Bonsoir. Bonsoir. On a les derniers chiffres des réanimations nationales, 638 nouvelles réanimations. Quand on regarde la situation à Villeurbanne, dans la région, est-ce qu'il y a un cas particulier ? Il y a des indicateurs qui sont préoccupants, notamment ce qu'on appelle le taux d'incidence et puis le taux de positivité qui nous ont conduits avec le préfet et dans une concertation qu'il a souhaité mettre en place depuis le départ à durcir un certain nombre de mesures. Ces éléments notamment qui nous ont inquiétés, c'est que jusqu'au début du mois de septembre, les populations qui étaient le plus touchées par la contamination étaient des populations jeunes et que depuis quelques jours, on a une augmentation des contaminations sur les populations dites à risque de plus de 65 ans. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans une démarche finalement qui a été initiée depuis le début de progressivité, de proportionnalité des mesures à amener à prendre un certain nombre de mesures complémentaires sur Lyon et Villeurbanne notamment, mais pas seulement, sur d'autres villes de l'agglomération. On voit bien qu'il y a une forme de gradation. Tout le monde pense au stade d'après, des confinements locaux, des semi-confinements. Est-ce que pour vous, c'est une hypothèse ? Ce que nous avons en commun avec le préfet, c'est deux choses. Un, d'éviter effectivement que les hôpitaux soient de nouveau engorgés. Pour ma part, j'étais au Medipôle la semaine dernière, qui est un gros établissement hospitalier villeurbanais, où il y avait déjà quelques indicateurs qui nous alertaient. Donc on souhaite absolument éviter cela et on souhaite aussi en parallèle absolument éviter de nouveau un confinement. Je crois que personne ne le souhaite, que ce soit pour des questions économiques ou sociales. Donc c'est ça qui nous mobilise aujourd'hui et on ne travaille pas à autre chose que cela. Monsieur le maire, on a ici le docteur Freund. Il était la voix des optimistes jusqu'à maintenant. Vous qui êtes le pouvoir politique, quand vous entendez les médecins qui donnent parfois des signaux contradictoires, quelles questions vous leur posez ? Moi, je ne vais surtout pas aujourd'hui m'attaquer aux médecins dans la mesure où ils font un travail exemplaire et que je crois que cette crise, elle amène chacune et chacun à être extrêmement humble face à la situation. Donc, nous avançons au jour le jour avec les indicateurs qui sont les nôtres. Moi, je fais partie de celles et ceux qui souhaitent que la vie continue. Cependant, pas à n'importe quel prix en termes de risque sanitaire. Et c'est ce chemin que nous devons conduire ensemble. Ce que j'apprécie aujourd'hui sur l'agglomération, c'est l'attitude du préfet qui est dans une attitude de co-construction. Ce que j'apprécie un peu moins actuellement, c'est les allers-retours d'un certain nombre de positions nationales qui parfois mettent à mal des stratégies locales. Exemple d'aller-retour selon vous ? Dans le même temps, aujourd'hui, finalement, ce que l'opinion publique va retenir, c'est qu'à Lyon et à Villeurbanne, nous sommes amenés à durcir un certain nombre de mesures et que dans le même temps, le protocole sanitaire concernant les écoles est allégé. Je comprends parfaitement que le protocole sanitaire dans les écoles soit allégé et j'y suis favorable. Simplement, je dis qu'il faut absolument que nous coordonnions nos stratégies sanitaires pour que la population s'approprie ce qu'il faut faire aujourd'hui parce que se protéger soi-même, c'est protéger les autres. Et c'est ça aujourd'hui le seul message que moi je souhaite envoyer aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais.
Monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup. Professeur Freund, la question que beaucoup de gens se posent, on a l'impression d'une espèce de flottement. Effectivement, d'un côté, on allège pour les écoles, de l'autre, on durcit. On a l'impression qu'on veut faire beaucoup de tests, mais en même temps, on sent que c'est impossible, donc on relâche un petit peu. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas, non. Il y a du flottement, mais c'est parce qu'on s'ajuste. On s'ajuste à la fois presque au jour le jour, selon l'évolution, et puis on s'ajuste selon les régions. Donc c'est pas pareil. Puis on va ajuster en fonction des priorités. L'école, c'est une priorité. Donc je trouve pas ça choquant que le protocole sanitaire dans les écoles puisse s'alléger, quitte à ce qu'ailleurs, il y ait plus de restrictions. Vous êtes doublement intéressant ce soir. C'est vraiment intéressant de vous entendre parce que vous étiez, sans tomber dans les excès, toujours pondérés, mais enfin, la figure des optimistes sur Twitter. Vous avez reçu des milliers de messages critiques ou laudatifs parce que vous avez été très optimiste ces derniers mois. Est-ce que vous l'êtes moins ? C'est vrai qu'on est toujours, on m'a collé ce terme, optimiste. C'était pas, si on me connaît un peu, c'est pas exactement ma personnalité, mais bon, passons. C'était plutôt, au départ, c'était une démarche scientifique. C'était une hypothèse que j'avais émise et avec quelques bases pour ça. Et j'ai dit, il faut suivre, voir l'évolution de cette hypothèse si elle tient. Bon, jusqu'à présent, elle tient. J'en suis ravi. Il y a quand même une reprise là qui est visible, non ? Il y a une reprise. J'ai jamais dit le contraire. Ça, c'était une évidence. Encore une fois, on n'avait jamais dit que le virus allait mourir. La question, c'est est-ce qu'on va se reprendre dans les régions qui ont été très touchées, donc le Grand Est et l'Île-de-France, ce qu'on a connu. Là, pour l'instant, vous avez 10 fois moins de patients qu'avant. On va y revenir. Hésitation sur le degré des mesures à prendre. C'est visible dans les fêtes étudiantes, dans les réunions étudiantes, notamment le soir. C'était ce week-end encore le cas à Lyon, à Paris. Regardons ce reportage de Florent Litzler. Ils étaient des dizaines, collés les uns aux autres, à sauter, danser et chanter, sans un masque en vue. C'est une soirée étudiante où l'on dirait que le Covid-19 n'existe plus. À Paris, autre soirée étudiante. Ici, c'est plus calme, mais tout aussi agglutiné. Ils sont en revanche une majorité à porter le masque, même si certains le font de manière moins efficace que d'autres. À l'intérieur, il fait chaud, c'est compliqué. Quand on boit, on ne le porte pas. Par contre, après, il faut être prudent. Je ne vais pas aller faire des câlins à mes grands-parents des deux mains, quoi. La distanciation sociale n'est pas là. Vu le bar, elle ne peut pas être là. Mais au moins, le port du masque est assez respecté. À l'intérieur, des élèves contents de se retrouver cèdent aux embrassades et aux câlins. Ces étudiants ne se croisent plus du tout en classe. L'enseignement se fait à distance. Ils voient donc ces soirées comme des occasions tentantes. Pour rencontrer une nouvelle personne, on a quand même envie, malgré tout, d'avoir un peu de lien social et de ne pas être que sur l'ordinateur toute la journée. Pour les associations étudiantes, c'est un dilemme compliqué à gérer. Ici, elles ont rendu le masque et surtout l'inscription obligatoire pour limiter le nombre de participants. Dr Freund, on entend les discours moralisateurs qui disent « c'est pas bien ». Est-ce que vous le dites ? Sans moralisation, sans moraliser les gens, oui, c'est pas bien. Bien sûr, personne ne peut dire que c'est bien de se trouver plusieurs centaines les uns contre les autres. Mais bon, encore une fois, je pense que l'approche de moraliser, d'infantiliser, c'est pas une bonne idée. Quand il y a des tribunes qui sortent pour dire faut siffler la fin de la récré, c'est pas constructif. Est-ce qu'il y a, de façon non dite, une stratégie de l'immunité ? Est-ce que dans les autorités politiques, les autorités sanitaires, sans le dire, parce que c'est un peu délicat à dire, oui, on se dit il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de malades, il faut qu'il y ait un certain nombre de contaminations, et l'immunité se fait ? Je ne pense pas que c'est dans ce sens-là que ça se fait. Ça, c'est finalement la conséquence des décisions. Les décisions qui ont été prises, il y avait un choix crucial à faire. Est-ce qu'on serre la vis ? Et on essaye de limiter au maximum les contaminations, ou est-ce qu'on se dit une certaine fatalité ? Moi, je pense que c'est plutôt une fatalité et un pragmatisme certain qui dit le virus va continuer à se répandre, il faut le contrôler, il ne faut pas que ça explose, et puis l'immunité va au bout d'un moment faire son boulot, comme c'est probablement le cas en Île-de-France ou dans l'Est. On entendait la jeune femme qui disait « je ne vais pas faire des câlins à mes grands-parents tout de suite ». Est-ce que ça revient, cet impératif de séparer un peu les générations ? Au-delà de séparer, parce que sinon ça ostracise une catégorie de la population et c'est pas franchement une bonne idée. Au-delà, il y a la responsabilité individuelle. Alors les gens ne doivent pas se mettre en danger d'être contaminés, mais après, en même temps, comme elle le dit, bon, c'est probablement pas suffisant. C'est pas une raison pour aller s'infecter en masse. Cette impression qu'il y a plusieurs impératifs contradictoires, c'est très frappant ces dernières heures encore sur les tests, avec le lot de désordre quand il y a trop de gens qui veulent se faire tester en même temps. Exemple, ce week-end encore. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut reculer ? Devant ce laboratoire en région parisienne, l'ambiance est explosive. Dans la file d'attente, certains sont là depuis hier soir. Je suis là depuis 7 heures et on me dit que je n'ai pas la chance de passer. Comment je vais faire encore là ? Moi, j'attends depuis 5 heures du matin. Moi, hier, madame. Et hier, j'étais depuis 7h30.
Voilà plus d'une semaine qu'à la demande des autorités sanitaires, les laboratoires essayent tant bien que mal de prioriser les ordres de passage. Les prioritaires sont les cas symptomatiques, les cas contacts, les personnels de santé. On essaie d'organiser 2 files séparées. On ne tient plus. On est en train de couler, de sombrer, on a besoin de l'aide de l'État, qu'on priorise les choses. Alors regardez, vous voyez autour de nous, regardez, c'est l'enfer. Voilà, l'enfer, situation souvent difficilement tenable. On va entendre déjà la réaction des pouvoirs publics, en l'occurrence par la voix du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il s'expliquait à ce sujet. Une fois que les personnes sont prélevées, donc le matin entre 8h et 14h, les tubes de prélèvement partent au laboratoire. En l'occurrence, le laboratoire est juste à côté de moi, avec un objectif que nous avons fixé au laboratoire, d'ici à ce que les choses se mettent parfaitement en place, d'avoir un rendu de résultat dans les 24 heures. Aujourd'hui, on ne va pas être totalement dans les 24 heures, on va être vraisemblablement, en tout cas dans les 48 heures pour avoir le résultat. C'est ainsi que notre filière de tests doit fonctionner dans toute la France, s'agissant des publics prioritaires. Docteur Freund, le désordre et la réaction des pouvoirs publics, est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de changer de stratégie? On ne peut pas tester tout le monde, contrairement à la première volonté. Alors on change de stratégie, on est surtout face à un blocage qui va, on peut y revenir, qui va probablement se débloquer prochainement avec les nouveaux tests. Là, en fait, effectivement, si on demande de tester tout le monde et parfois sans raison, c'est ça qui peut créer certains blocages. Il y a beaucoup trop d'exigences parfois qui ne sont pas justifiées. Alors, ça, c'est la version lycée. Quand vous interrogez les gens, beaucoup vous disent, les copains, j'ai appelé, on m'a dit, écoute, ne viens pas, tu vas engorger pour rien, c'était il y a 10 jours, laisse les gens prioritaires. En fait, c'est très difficile de tester tout le monde. C'est très difficile. Si jamais on a un cas positif et qu'il y avait 25 cas contacts, effectivement, si à chaque fois on a testé 25 cas contacts, ça va être très difficile, plus les symptomatiques. Mais ça, c'est pour l'instant, et comme pour tout, les choses évoluent assez vite. Il y a quelques jours, un décret est sorti qui autorise les nouveaux tests antigéniques. Et avec ça, par exemple, nous, on a pu tester 2400 personnes en 2 jours. Vous venez de le dire, cette espèce de jeu de l'avion, cas contact, fois cas contact, fois cas contact, on finit par être presque tous un peu cas contact d'un autre. Non, cas contact, c'est quand même quelque chose d'assez bien cadré. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, j'étais dans la même salle qu'un tel qui a été testé positif, alors je voudrais me faire tester, s'il te plaît. » Ça aussi, il faut essayer de limiter, pas au strict nécessaire, mais il faut limiter quand même le nombre de personnes qui veulent se faire tester. Docteur, votre regard sur la crise, j'y reviens, parce que ce n'est pas exagéré de dire que vous avez été un phénomène tout au long de cette crise, par ce regard, disons, où vous disiez – attention, prudence, il y a peut-être un excès d'alarmisme. D'abord, vous êtes urgentiste. Est-ce que ça change le regard? On sait que les médecins, selon les spécialités, avaient des regards différents. Certains étaient fâchés du confinement, sans le dire toujours. Urgentiste, est-ce que ça a changé le point de vue? Ça a changé peut-être le point de vue. D'ailleurs, je trouve que les personnes qui étaient de mon avis étaient principalement urgentistes. Alors, c'est peut-être parce que je les côtoie, mais c'est parce que nous, on a vécu quelque chose que peut-être dans d'autres spécialités, on n'a pas vécu, qui est quasiment l'arrêt brutal en quelques jours de l'apparition des cas Covid dans notre service. Ça change le point de vue toujours maintenant un peu? Oui, parce que nous, on se rend compte aussi là en ce moment que la reprise, comme on l'appelle comme on veut, cette reprise, ce rebond, ce que vous voulez, n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en février-mars. En quel sens? Ça fait depuis mi-juillet qu'on dit ça y est, ça reprend. Donc ça fait 2 mois que ça reprend. C'est vrai, il y a des cas en réanimation, il y a beaucoup de cas en réanimation, c'est pas un virus anodin, mais la dynamique n'est pas celle qu'on a connue, pas du tout. En tout cas, en Ile-de-France, je parle. À Marseille, par exemple, c'est radicalement différent. Oui, Marseille, c'est plus grave. Oui, bien sûr. Marseille, ils essuient leur première vague. Marseille, Bordeaux, Lyon, c'est préoccupant. Vous êtes un cas tout de même. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez essayé d'avoir le Covid, c'est ça? Non, mais Vous avez tout fait pour? Non, j'ai été en contact. C'est vrai que, vu les conditions dans lesquelles on travaillait pendant un moment, c'est vrai qu'on était particulièrement exposés quand même. On était assez exposés, mais à ma connaissance, je ne l'ai jamais eu. Et vous en avez tiré quelle conclusion? J'ai conclu soit que j'ai eu une forme asymptomatique, soit que, effectivement, parce qu'on était un paquet à ne pas avoir été touchés, soit que certaines personnes ont probablement une immunité, soit naturelle, soit croisée, soit ce que vous voulez. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je ne suis pas immunologiste, mais c'est une théorie qui est réelle, qui fait des grands journaux, qui est une probabilité forte. Il y a une inconnue, d'après vous, on nage dans beaucoup d'inconnus? Énormément. Et c'est incroyable de se dire qu'après 6 mois et 30 millions de malades, je critique personne, moi-même je suis chercheur, et donc après 6 mois, 30 millions de malades, on ne sait pas la vraie mortalité de ce virus, toute population confondue, on ne sait pas vraiment comment il se transmet, on ne sait évidemment pas le soigner, c'est quand même, ça nous rend humbles, comme disait tout à l'heure le maire de Villeurbanne, ça nous rend tous très humbles comme médecins ou comme chercheurs.
Jonathan Freund, sans jouer au petit jeu, vous l'avez dit, ça c'est pas quand même votre tweet, un hasard, c'était le 21 mai, si on fait ça fait 21 mai, juin, juillet, ça fait 4 mois jour pour jour. Alors voilà, chacun, comment est-ce qu'il était ce tweet où vous parliez de là, il est là, il n'y aura pas de deuxième vague, c'est la seule chose sensée qu'a annoncé hier Didier Raoult. L'épidémie se termine, ce ne sont pas les quelques clusters de malades non malades qui vont changer quoi que ce soit, mais pas de reprise. Franchement, est-ce que vous vous couvrez un peu la tête de cendre ou vous dites j'avais raison ? Non, ni l'un ni l'autre. Encore une fois, c'était une hypothèse. Alors, c'est toujours pas bien. Ça s'appelle un Vous n'avez pas thread. effacé, bravo. Non, j'efface pas. Mais ce qui est pas bien, c'est effectivement de ressortir celui, puisqu'il était au milieu de 25. Bien sûr. Donc, il y a toute une théorie. Effectivement, vous pouvez résumer n'importe quelle théorie à 4 lignes. Vous pourrez dire que c'est pas extra. Mais il y a beaucoup d'hypothèses. Et effectivement... D'un dernier mot, reprise par reprise. De toute façon, ces mots, ça se discute toujours. Mais est-ce qu'on peut dire que là, c'est une reprise ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus, c'est une reprise. Mais si vous regardez deux trucs après, je disais, il va revenir, alors, il y aura de nouveaux cas. On remontera le fil. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. C'est l'anniversaire de votre maman. Malgré ça, vous êtes venu. Elle vous attend là maintenant. Merci. Quel est son prénom ? Joël. Alors, bon anniversaire à Joël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Merci. Merci. Cette crise du Covid inspire aussi les créateurs dans la littérature, au cinéma, au théâtre aussi. C'est le cas de cette pièce signée Christophe Barbier, le grand théâtre de l'épidémie. On écoute un extrait des répétitions. Mais peut-on éviter la maladie ? Impossible, mon vieux. Tout homme au-dessus de 40 ans va y passer. C'est encore confidentiel, mais un arrêté va bientôt ordonner le confinement des malades. Tout contaminé sera interné dans un camp surveillé où il mourra lentement. Oui, mais sous surveillance médicale. Christophe Barbier, bonsoir. Bonsoir. Alors, pardon pour l'image, là, c'était les répétitions, hein, la qualité est meilleure. Oui, c'est de la captation technique, comme on dit. C'est pas... Mais je voulais passer cette image, cet extrait, parce qu'il n'est pas de moi. Il est d'un auteur qui s'appelle Karel Čapek, qui était tchèque et qui a écrit cela en 1937. Il nous raconte l'histoire d'un virus venu de Pékin et qui tue les plus de 50 ans. Il avait vu le coronavirus. Il y a beaucoup de textes étonnants, prémonitoires. Ça a été un festival pendant le confinement. Chacun a eu ses références, Camus, La Peste, etc. Vous qui avez étudié toute cette littérature, le texte, la comparaison la plus frappante, qu'est-ce que c'est ? Alors le texte majeur, s'il faut en lire qu'un, c'est Jeu de massacre, une pièce d'Eugène Ionesco, qui a été créé le 11 septembre 1970, donc il y a exactement 50 ans, et qui nous dit tout de l'épidémie. C'est des petites scénettes, on voit le comportement des malades, la peur de l'autre, la jalousie, l'angoisse de la mort, on voit le comportement des médecins, l'arrogance et l'impuissance, on voit le comportement des politiques, et encore plus des fonctionnaires, des technocrates liés aux politiques. C'est la pièce à lire pour tout comprendre des rouages d'une épidémie. Est-ce qu'on a changé encore plus qu'on ne le croit dans nos rapports humains ? On voit ce petit mouvement de recul qu'on a, on voit l'autre un peu plus comme un nid potentiel de virus. Oui, ça s'est aggravé, parce que comme on accorde encore plus de prix à notre vie, notre petite vie égoïste, que ne le faisaient nos anciens, eh bien, on est encore plus méfiant de l'autre et on est prêt à sacrifier l'économie, à sacrifier des générations entières pour ne pas porter atteinte à sa santé. On a mis la santé au-dessus de tout. Et donc, on a eu ces comportements parfois inquiétants dans cette épidémie, jusqu'à ne plus accompagner les mourants vers la mort, ni les morts vers leur sépulture. Quand on lit tous ces grands textes qui ont précédé, on se dit, mais alors, est-ce que ça évolue pour le meilleur ou pour le pire ? D'abord, pour le meilleur, est-ce que ça arrive qu'une épidémie est amenée du mieux ? Oui, regardez la peste de 1348. Elle tue un Européen sur 3. C'est une catastrophe. La France ne va retrouver qu'au XVIIe siècle son niveau démographique. C'est horrible. Mais comme il y a moins de gens, eh bien, les lopins de terre s'agrandissent, on se nourrit mieux, on est un peu plus riche et il y a un boom économique qui suit en Europe après cette épidémie. Donc, il ne faut pas souhaiter des épidémies pour qu'il y ait ça, mais vous voyez, modéré, voilà. Ensuite, il y a évidemment tous les progrès de la médecine. Vous savez, sur l'affiche, on a mis cette espèce de grand bec. C'est quoi ce bec ? C'est un vrai bec que les médecins avaient inventé. Ils mettaient de l'herbe au bout du bec qui faisait brûler. Les vapeurs étaient censées désinfecter. Eh bien, on avait commencé à deviner qu'il fallait avoir un peu d'hygiène pour lutter contre les miasmes. Éloge des médecins, tout de même, tout à l'heure, le médecin qui était à votre place, on le titille un petit peu sur tel tweet, quand même, quel progrès depuis quand on dit c'était mieux avant, non ? Oui, évidemment, énorme progrès pour soigner les gens. Mais d'abord, ils ne savent rien, comme nous, quand une épidémie nouvelle arrive. Leur ignorance, c'est d'ailleurs leur honnêteté, mais ils doivent le reconnaître. Et puis quand vous entendez en avril dernier Didier Raoult dire « je suis le meilleur, je suis un épidémiologiste reconnu dans le monde entier », vous trouvez les mêmes mots dans ce Ganarelle en 1760 dans Le Médecin volant. Donc vous voyez, cette fatuité-là, elle existe aussi chez les médecins, mais évidemment, ils ont fait des progrès, ils luttent de mieux en mieux contre les virus, mais il ne faut pas que les politiques
demande aux médecins de prendre des décisions à leur place. Le politique s'abrite derrière le médecin alors qu'il doit s'appuyer sur le médecin. C'est pas du tout pareil. Ce qui est frappant tout de même, c'est qu'hélas, ça tourne mal. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire où les épidémies ont accéléré des dictatures, des systèmes d'ordre excessifs. C'est toujours un prétexte, l'épidémie, pour le bien des gens, un prétexte pour détruire les libertés. Vous n'avez plus le droit de sortir, vous n'avez plus le droit de manifester, plus le droit de vous réunir, plus le droit de parler. Et donc les pouvoirs mal intentionnés en profitent. Vous savez, le plus ancien texte, c'est Sophocle, c'est Édipe tyran. Il y a la peste à Thèbes, et donc il faut enquêter sur pourquoi la peste s'est abattue sur la ville. C'est comme ça qu'Édipe trouve qu'il a tué son père et couché avec sa mère. Mais quand Sophocle écrit cela, il pense à Athènes, qui subit une peste à l'époque. En fait, c'était une fièvre typhoïde. C'est la peste qui tue Périclès. Et c'est ce qui va amener la déréliction d'Athènes. Donc vous voyez, l'épidémie peut entraîner aussi la dictature. Le retour de l'autorité, un historien de 14-18 disait, c'est la première fois que la parole des chefs compte à ce point. Souvent, les chefs, on finissait par un. Et puis là, tout à coup, chaque mot pèse lourd. Quand Olivier Véran, quand Emmanuel Macron annonce du confinement, chaque mot pèse. Nous sommes en guerre, a dit le président de la République. Restez chez vous, a dit 3 jours après le ministre de l'Intérieur. Et ces mots ont pesé. Mais ils n'auraient pas pesé si chaque individu, au fond de lui, n'avait pas eu peur, n'avait pas eu la trouille pour sa petite vie. Quand on compare Madame Merkel, très scientifique, froide, un Trump qui, au contraire, mise beaucoup sur l'économie, visiblement plus encore que sur la santé, et puis Emmanuel Macron, discours de guerre, très étatiste. Qu'est-ce que ça dit sur le génie français ? Ça dit sur le génie français qu'il est un génie technocratique, colbertiste. C'est-à-dire que tout doit s'organiser par le haut. Parfois, ça marche. Et parfois, ça ne marche pas. On le voit avec les tests. On a vu pendant la première vague que l'initiative locale était parfois plus efficace que la centralisation. Ça doit nous amener à repenser quand même notre organisation. Il n'y a pas d'organisation idéale. Et la démagogie lucrative de Trump en est un exemple. Tout comme d'ailleurs le populisme de Bolsonaro. Ces gens-là sont allés dans le mur. Mais notre propre modèle, frotté à l'épidémie, a montré ses limites. On en parlera dans un instant avec Geoffroy Roux-Bézieux, le point de vue des entreprises. Mais si je peux retrouver un instant l'éditorialiste à l'écharpe rouge. Trop d'États, il y a trop d'États en France, révélés notamment par cette crise. Oui, il y a trop d'États parce que quand il y a trop d'États, il est trop lent et donc ses propres vertus se diluent et s'engluent. Il faut que l'État fasse plus confiance, donne moins d'ordre et plus de latitude. Mais aussi aux individus français qui aiment bien avoir trop d'États au-dessus d'eux, de s'emparer de leurs propres responsabilités. Merci Christophe Barbier. La plus belle réplique, allez, vous qui êtes frotté de tous ces textes, qu'est-ce que c'est de mémoire ? Oh, la plus belle réplique de mémoire, comment dire ? Peut-être celle de Béranger à la fin de Rhinocéros, une autre pièce de Ionesco, où il dit que l'homme n'est pas laid et qu'il veut rester le dernier homme. Mais Diego aussi, dans l'état de siège, une pièce de Camus. Ma vie n'est rien. Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. Je ne suis pas un chien. Nos raisons de vivre sont plus importantes que notre petite vie biologique. Fantastique. Vous n'êtes pas un chien et vous n'êtes pas cabotin, Christophe Barbier. On essaye. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et votre spectacle ? Au Théâtre de Poche, Montparnasse, tous les soirs à 19h. Merci beaucoup. Dans les autres temps forts du jour, c'est la petite phrase de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation soulève les passions en demandant une tenue correcte. Il parle de tenue républicaine en appelant les élèves à la décence. C'est la suite d'une longue controverse sur les tenues correctes à l'école. On va le voir au regard de l'histoire, mais d'abord, sa déclaration, c'était ce matin sur RTL. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous. L'école n'est pas un lieu comme les autres. Vous n'allez pas à l'école comme vous allez à la plage ou comme vous allez en boîte de nuit. Vous allez à l'école dans une tenue correcte. Je crois que là aussi, chacun peut comprendre ça. Fabrice Dalméda, bonsoir. Bonsoir Darius. Ouais, vous rangez votre masque. Le regard de l'historien. Beaucoup se sont amusés en tweetant évidemment le tableau de Delacroix en disant qu'est-ce que c'est au fond qu'une tenue entre guillemets l'étudiant, parce qu'il y a républicaine. Ouais. Voilà, elle est superbe évidemment. D'abord, ce fait historique d'obligation à l'école, il n'y a jamais vraiment eu. Non, il n'y a jamais eu officiellement d'uniforme pour les écoliers français. Il y avait des règles d'hygiène, j'allais dire, ils devaient être présentables. Ce qui fait que si un petit paysan, un petit bouvier ou un berger arrivait tout crotté, le maître lui disait « tu ne te présentes pas dans cette tenue ». Vieux débat. Exemple, c'est cette question qui, encore aujourd'hui, c'est un reportage cité Özlem Ünal, le contrôle des tenues, ça agite évidemment tous les lycées, tous les collèges. 34 degrés cet après-midi à Paris. Dans les collèges et lycées, le crop top, comprenez mini-haut, est de sortie.
Et je trouve que c'est une tenue normale. En plus, il fait chaud, donc comment je vais m'habiller, moi? En pull? Je pense que c'est un peu vulgaire, mais chacun fait ce qu'il veut. On a le droit de porter ce qu'on veut, voilà. Mini-haut, débardeur, short, peut-on vraiment s'habiller comme on veut à l'école? La question divise parents et élèves. J'essaie de contrôler, mais c'est parfois assez compliqué. Il y a des tenues appropriées pour l'école et il y a des tenues appropriées pour la plage. Il faut relativiser, il fait chaud, il fait 30 degrés, les demoiselles elles ont le droit de s'habiller en jupe, en robe. Si l'éducation nationale recommande de ne pas porter de tenue susceptible d'entraîner des troubles de fonctionnement dans l'établissement, exemple dans le lycée de Sacha, les baskets sont interdites. Dans mon sac, j'ai ma vraie paire. Il est obligé d'enfiler ses chaussures de ville avant de rentrer en classe. Je sais pas, quand on croise nos amis où on n'a pas forcément envie d'avoir cette tenue, c'est pas vraiment la tenue qu'on met tous les jours. Ça a l'air super saoulant, parce qu'il doit tout le temps se changer et tout ça. Et il peut pas s'habiller comme lui, il a envie en fait. En cas de non-respect du règlement intérieur, l'élève peut être collé ou se voir refuser l'accès à l'établissement tant qu'il n'a pas changé de tenue. Voilà Fabrice, ça c'est l'état en 2020. Si on remonte 60 ans avant, c'est une petite perle retrouvée par les documentalistes de LCI. Déjà les termes du débat avaient quelque chose de ça. Les blouses, tout le monde en porte à l'école alsacienne. Garçons et filles sous cet uniforme de travail ne font plus assaut d'élégance. Ils ressemblent tous à des écoliers et à des étudiants. Pourquoi M. Accard, directeur de cette école, a-t-il été amené à rendre obligatoire le port de la blouse? Et pourquoi, lui, a-t-il cru nécessaire d'intervenir dans la tenue de ses élèves? Je crois que 10 ans après 1945, autour de 1955, on a commencé à voir, à l'imitation de l'Amérique certainement, une recrudescence de costumes extrêmement disparates qui n'avaient plus rien à voir avec un costume d'enfant venant à l'école. Alors qu'avez-vous interdit? Oh, interdire, c'est beaucoup dire. Nous avons essayé de promouvoir, n'est-ce pas, parce que les interdictions sont toujours des choses un peu fâcheuses. Nous avons demandé aux élèves de venir en tenue fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on vous a interdit? On nous interdit les cheveux dans le dos, les cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, le sac à main, les pantalons, les collants de couleur, les talons hauts. Voilà, Fabrice, c'est plein de saveurs. Extraordinaire séquence. La blouse, hein, en fait, c'était ça la seule semi-obligation. Voilà. Pendant longtemps, en fait, c'est une raison, j'allais dire pratique, parce que les enfants, ils avaient peu d'habits. Au fond, il faut se souvenir d'un monde où on n'avait pas beaucoup d'habits, y compris au lendemain de la guerre, on n'a pas beaucoup de vêtements. Donc, on veut protéger ces vêtements de l'encre, de la craie, des salissures. Donc, effectivement, les parents eux-mêmes poussaient les enfants à avoir une blouse, en général 2, pour pouvoir alterner d'une semaine sur l'autre. Quand on regarde les photos de classe de l'époque, 68, 67, c'est fascinant. Voilà, il y a d'abord évidemment très peu de pantalons. Il y en a un là au premier rang. La jupe, c'est la règle. La jupe, c'est exactement. Et le pantalon, il faut se souvenir, jusque dans les années 60, est très rare chez les femmes. Coco Chanel l'avait banni. Elle disait que c'était une horreur. Mais il y en a d'autres qui viennent d'Angleterre et des États-Unis qui commencent à porter vraiment l'horreur, c'est-à-dire le jean. Ce côté très tenu, les photos de manifestants de mai 68, même un Cohn-Bendit à l'époque, étudiant frondeur, est mieux habillé, si j'ose dire, que le Cohn-Bendit d'aujourd'hui. Il y a quand même toujours le veston, je m'habille un petit peu, oui. etc. Ça a changé. Oui, le bachelier de 68, en général, était en costard-cravate. Hein. Ouais. Il y avait pas de... Mais ça change dans les années 70-75. À ce moment-là, il y a quelque chose. Il y a le mouvement hippie, il y a la contre-culture qui s'est développée. Il y a beaucoup de films, il y a toutes les publicités Levi's. Il y a en France un fabricant de jeans, C17, qui commence à produire aussi. Donc le marché change, les lycéens changent, ils commencent à voir les fameux pattes d'éléphant. Je ne sais pas si vous en avez porté, Darius, mais ce n'était pas forcément notre gloire. Et c'était le jean. Alors avant ça, c'était une grande révolution. En réalité, on l'oublie maintenant, c'était chargé. Hein. Oui, exactement. Mais c'était un pantalon, j'allais dire, très symbolique. D'abord, c'était celui des rockers. C'était très, très mal vu. Ensuite, on a considéré que c'était bien parce que c'était celui des cow-boys. Donc, on a eu l'impression qu'il y avait un idéal qui arrivait. Et puis, ça a été quand même un pantalon qui n'était pas cher et qui a été pendant très longtemps un pantalon, j'allais dire, des classes sociales de base. Et aujourd'hui, c'est lui l'uniforme du lycéen, d'une certaine manière, avec toutes ces variantes. Et c'est ça qui pose un problème par rapport au retour de la jupe. Parce que ça, évidemment, c'est une question. Il y a même cette journée de la jupe qui avait été lancée. Exactement. En 2006, il y a une première fois dans un lycée, une jupe qui est lancée, une journée de la jupe. Pourquoi ? Parce que les filles ont l'impression qu'elles ont un regard qui pèse sur elles quand elles se mettent en jupe, dont très peu le font. Et donc, c'est une espèce de mouvement de résistance. Et ni pute ni soumise s'empare de ça et en fait une journée, donc en
en jupe et pas soumise, et on fait de ça une journée annuelle, et donc on va avoir à partir de 2010-2014 un mouvement autour de cette idée que les jeunes filles doivent porter des jupes. C'est là où Jean-Michel Blanquer arrive à avoir un certain conflit avec les féministes, puisqu'elle revendiquait la jupe, donc la liberté de s'habiller comme elle voulait, indépendamment du regard des hommes, et lui, tout d'un coup, homme qu'il est, remet son regard et dit qu'il faudrait peut-être des jupes plus longues. Mais entre nous, il n'a pas tort, hein. Au 19e siècle, personne n'aurait supposé d'aller à l'école habillé comme pour la plage. Ouais. Hein, franchement. Chaque génération son point de vue, forcément subjectif. Rappelons-le, les marques aussi, finissons par là. Dieu sait si ça a été un débat. Dans notre génération, on était fagotés souvent n'importe comment. Quand on voit les photos de classe, on est moche. Ben oui, aujourd'hui on se trouverait pas très beau. Notre pantalon de pâte d'œuf, et puis vous savez les horribles soupules. Mais effectivement, la marque n'était pas visible. Il y avait très peu de vêtements qui avaient un logo ou une marque visible, alors qu'aujourd'hui, effectivement, un des combats dans les collèges, dans les petites écoles, c'est de se battre pour que les enfants ne soient pas obsédés par les marques, justement. Merci beaucoup Fabrice d'Almeida, le regard de l'historien. Merci beaucoup. Et cette édition de 20h continue dans quelques minutes, je vous le disais. Geoffroy Roux de Bézieux est le patron du MEDEF en première ligne dans cette crise du Covid. On le retrouve dans un instant. Votre programme. Et nous recevons ce soir la voix des entreprises au cœur de l'actualité du jour. Bridgestone, le Covid, la reprise, tout vous ramène à vous. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Vous êtes président du MEDEF, la voix des entreprises, la voix du patronat. Avant d'entrer chapitre par chapitre, la vision d'ensemble quand on regarde 2020, ce côté film catastrophe que beaucoup de gens ressentent, est-ce que vous le sentez ? Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est un film qui a démarré avec une catastrophe, avec un scénario totalement imprévisible, mais qui peut peut-être se terminer moins mal que ce qu'on craignait. Je trouve que les entreprises, le monde finalement, en tout cas fait preuve d'agilité, de réactivité, et j'espère d'ingéniosité pour soigner et pour découvrir un vaccin. Alors, je suis d'un naturel peut-être optimiste, parfois trop optimiste. Vous savez, si j'y croyais pas, je ferais un autre métier. Entrepreneur, c'est quand même par nature quelqu'un d'optimiste. Mais je trouve que par rapport à ce scénario invraisemblable d'une pandémie mondiale qui touche tout le monde en même temps, on est toujours debout. On est toujours vivant. Je peux venir encore vous voir. Vous pouvez m'inviter. Il y a encore de la publicité à la télévision. Oui, je voyais, vous regardez la pub qui passait, vous dites c'est bien, il y a de la pub. Voilà. Bah oui, ça veut dire que l'économie continue. Il y a eu des chômeurs en plus, mais la France est toujours debout. On a pu partir en vacances. Vous voyez, il y a deux manières de regarder les choses, comme toujours. Moi, je suis plutôt sur le verre à moitié plein. Il y a eu tellement de théories sur la reprise en U, en W, en L, etc. Il y a une hypothèse. Mais personne ne sait. Personne ne sait. Mais personne ne sait, à commencer par les économistes. Ouais. Et pour une raison très simple, c'est que ça ne ressemble à aucune crise du capitalisme. Le capitalisme a des crises régulières. C'est toujours une forme de spéculation, un endroit, une géographie. La dernière fois, c'était les banques américaines. Là, ça ressemble à aucune autre crise puisqu'on nous a arrêtés. Enfin, nous, l'économie, pour des bonnes raisons, je ne remets pas en cause le confinement. Et donc, tous les économistes ne savent pas. Donc, ils prédisent le pire, d'une certaine manière, pour se couvrir. Et donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est, je l'ai dit d'ailleurs assez tôt en mai, ça sera moins pire que ce qui était prévu. Bon, il se trouve que c'est un peu ça qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je vous dis, soyons très prudents parce que la composante sanitaire, manifestement, est en train de repartir. On fera votre portrait tout à l'heure. Vous êtes une image de la réussite sociale. Ancien commando de marine, capitaine de frégate, en réserve, rugbyman, entrepreneur. Vous avez fait une très solide fortune dans la téléphonie. Le nom qui claque, Geoffroy Roux de Bézieux, Aristo, voilà, si on met tout ça bout à bout, est-ce que quand même dans cette biographie tellement solide, est-ce que dans cette crise, vous avez eu des moments de déprime où vous vous êtes dit « waouh » Non, de déprime, non, mais d'angoisse, d'incertitude. C'est vrai que les premières semaines, on était quasiment tous les jours au téléphone avec le gouvernement, essayer de trouver des solutions. Et on se dit, jusqu'où va le toboggan ? Donc, c'est pas de la déprime, c'est pas mon tempérament, mais oui, d'incertitude, d'angoisse, bien sûr, comme tout à chacun. L'économie, beaucoup de pans, en tout cas, ne vont pas si bien que vous l'espérez quand on regarde ce qui se passe avec Bridgestone. On va voir les images de tout à l'heure. 2 ministres
Auchevet, site historique français de fabrique de pneus, menacé, les propriétaires japonais qui veulent fermer. Aujourd'hui, donc, ces deux ministres à Béthune pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Elles demandent une contre-expertise. Bridgestone maintient que la fermeture est la seule option. On voit bien que pour l'instant, il y a beaucoup de paroles verbales. C'est un emblème. Est-ce que c'est mal parti ? D'abord, moi, je comprends l'émotion, en tout cas des gens sur place, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est 1000 emplois, à peu près, avec les sous-traitants, sur 25 000 habitants à Béthune. Ouais. Toutes les familles. Bien sûr, ça ne serait pas la même chose si c'était 1000 emplois dans une zone beaucoup plus large. D'ailleurs, il faut dire les choses, il y a tous les jours des suppressions d'emplois, et tous les jours des créations d'emplois. Mais évidemment, là, on est sur un phénomène géographique. Alors après, il faut dire la vérité, Bridgestone, ce n'est pas le Covid. Bridgestone, c'est 30 ans de politique assez naïve de l'Europe. On a cru, tous collectivement, et peut-être moi aussi, qu'en ouvrant nos frontières, en essayant d'avoir un système de réciprocité, on allait augmenter le commerce mondial. Et ça a marché dans pas mal de secteurs. Sauf que là, dans le cas particulier des pneus, manifestement, il y a une concurrence qu'on peut appeler déloyale des Chinois. Vous avez vu ces chiffres, plus de 20% du marché maintenant, c'est des pneus chinois, des pneus avec des normes qui ne sont pas les mêmes, des normes de sécurité notamment, et des prix qui sont à la moitié. Et donc, on est allé en partie, responsable, vous, une certaine droite libérale qui, au tournant des années 80, a trop cru au marché pour le marché, qui a oublié certaines contraintes. C'est marrant, je ne pense pas que ça soit le marché. La forme de naïveté dont on peut porter collectivement la responsabilité est un peu différente. Souvenez-vous de Clinton en 92, quand il fait rentrer la Chine dans l'OMC, il dit au fond, tout le monde va aller vers la démocratie libérale sur le plan politique, et donc le modèle d'économie de marché, les deux allant de pair. Et en réalité, l'erreur, elle est là. Parce qu'une économie étatisée fonctionne différemment. Je finis juste sur la naïveté européenne. C'est intéressant de voir ce qu'ont fait les Américains. Et pas sous Trump, sous Obama. Les Américains, pareil, les pneus chinois avaient pris, je crois, 30% du marché. Et puis ils ont collé des droits de douane, comme ils savent faire, puisque ce sont des libéraux, les Américains, mais quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils oublient vite les grandes théories. Et donc, ils ont fait redescendre la part de marché des pneus chinois. Et donc, malheureusement, ce qu'on vit là, il n'y a pas que Bridgestone, parce que Continental a fermé, Michelin ferme une usine à La Roche-sur-Yon. C'est le produit de 30 ans de désindustrialisation où on n'est pas compétitif, on ouvre les frontières sans réciprocité et on en subit les résultats. Est-ce qu'on manque d'hypocrisie ? Les anglo-saxons, vous dites, les Américains, les Anglais, ils savent très bien être hypocrites. Ils disent, oui, le marché, c'est fantastique, libre-échange, mais dès que leur intérêt est touché, clac, ils ferment. Écoutez, je pense que l'Europe a été un peu naïve. Je ne sais pas si le mot hypocrite, à l'inverse, c'est le bon. Ça peut être une qualité. Mais je sens qu'on est en train de changer un peu de logiciel. Thierry Breton parle régulièrement de souveraineté européenne. Ce n'est pas un gros mot, la souveraineté, pour le MEDEF, pour les patrons. En fait, il y a une autre façon d'être libéral. Je vais vous répondre différemment. Le libéralisme, c'est la juste concurrence. Et là, on n'est pas dans la juste concurrence. Parce que quand on produit avec des normes environnementales ou des normes sociales différentes, on n'est pas à égalité de concurrence. Vous dites ça, mais quand on voit une concurrence majeure qui est Poznan, en Pologne, c'est l'Europe. Est-ce que ce n'est pas simplement le marché, main-d'œuvre moins chère, et on a une classe politique française qui fait comme si elle découvrait ça? C'est la concurrence européenne, comme Paris-Lyon peuvent être en concurrence, il y a une comme Le Havre-Toulon. Vous avez raison, il y a une deuxième forme de concurrence qui est la concurrence intra-européenne. Normal. Mais pardon, juste, je reviens sur Bridgestone. Quand même, l'essentiel du problème du marché des pneus, c'est le pneu chinois. Maintenant, est-ce que c'est normal de se faire concurrence ? Il faut essayer, et c'est tout le problème de l'euro et de l'Europe, d'aller vers une convergence des systèmes. Alors, nous, on plaide pour une convergence fiscale, par exemple. On en est assez loin. Et si l'Europe politique ne va pas vers la convergence, on aura ce type de problème pendant longtemps. Est-ce qu'on ne se voile pas la face sur la réalité de la désindustrialisation de la France ? Il y a quelques exemples extrêmement frappants. Avec mon collègue Mathieu Carman, on sortait cette liste. Elle est quand même très spectaculaire. Ce qui n'est plus produit en France en 2020, réfrigérateurs, congélateur, le lave-linge avec hublot, ça paraît inouï, c'est vraiment de la consommation tellement courante, c'est des symboles des 30 Glorieuses. Le réfrigérateur, quand De Gaulle disait chaque famille veut son réfrigérateur, ça n'est plus produit en France. Puisque c'était une marque française. Quand même, vous me disiez même la téléphonie, c'est votre domaine, vous avez fait fortune. Mais je peux vous dire, moi, il y a 30 ans, quand j'ai démarré ma première entreprise, tous mes fournisseurs étaient ou français, enfin européens en tout cas, et la norme GSM a été inventée par France Télécom, ou en tout cas avec des usines en France. Mais on a fait deux choix
qui sont de mauvais choix. On a fait le choix du consommateur plutôt que du producteur. Globalement, politique industrielle, parce que vous parlez de la France, mais c'est l'Europe. Et on a fait un choix d'ouverture sans réciprocité qui nous a coûté très cher. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce qu'au fond, c'est ça la question. Probablement, peut-être pas sur tous les produits, et sur une période très longue, parce qu'on a mis 30 ans à perdre, malheureusement, cette désindustrialisation. Mais qui croit vraiment? Pardon, je redonnais l'exemple des masques il y a quelques jours. Les masques, tout le monde a dit on va produire des masques français, vous allez voir, etc. On voit le résultat. Allez en pharmacie, c'est made in China partout. C'est la bonne logique, c'est tellement moins cher de les produire là-bas. Je ne peux pas résister, vous montrez mon masque français. Qu'est-ce que vous êtes organisé? Voilà. Donc, je savais que vous allez me poser la question. Combien il a coûté à produire? Écoutez, à produire, je ne sais pas. Acheter, il coûte, je ne sais plus, 2 €, je crois. Il est fabriqué dans l'Aisne. Mais vous êtes prêt à acheter 2 € un masque? Il est lavable. Ah oui. Donc, évidemment, bon. Mais juste sur ce sujet de souveraineté et de relocalisation, je crois que c'est important d'y passer quelques minutes. Vous avez d'abord un choix politique qui doit être fait. Si l'Europe dit il faut que le paracétamol soit produit en Europe et pas qu'on dépende de fournisseurs asiatiques, c'est une décision politique, il faut en payer le prix. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte que ce prix soit fait. Après, il y a des secteurs innovants sur lesquels on est compétitif. Si on produit des sacs à main Louis Vuitton en France, c'est parce que le Made in France est compétitif. Mais si on produit des médicaments en Europe, c'est parce que l'Europe est compétitive quand la main-d'œuvre, au fond, pèse peu. Puis il y a un troisième élément, et ça on l'oublie, c'est le choix des consommateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, on avait demandé aux distributeurs d'acheter des fruits et légumes français, en leur disant donner un coup de main aux agriculteurs. Sauf que 15 jours après, ils se sont fait taper dessus parce que la fraise française coûtait 20% de plus. Et là, on a besoin aussi que finalement le cerveau du consommateur et le cerveau du citoyen soient un peu connectés, ou plus connectés. Geoffroy Roux de Bézieux, l'actualité, c'est évidemment le Covid avec cette espèce d'accélération qui se produit. D'abord, est-ce qu'on est à ce moment clé où la facture arrive vraiment, où on sort en partie du chômage partiel, où beaucoup de plans sociaux vont se présenter? Est-ce que la facture arrive maintenant? C'est difficile de répondre. Je vais être très modeste dans les prévisions parce qu'encore une fois, personne ne sait. Ce qu'il faut dire, et c'est peut-être difficile à entendre, mais je crois que c'est important de le dire, si on fait la somme de tous les plans sociaux qui ont été annoncés et qui vont au bout, parce qu'à il y a des renégociations, ça fait à peu près 50 000 pertes d'emplois. Aujourd'hui, alors que je vous parle, sur le site de Pôle emploi, il y a 600 000 offres disponibles. Donc au fond, le vrai problème du chômage devant nous, ça n'est pas tellement les plans sociaux, même si c'est très douloureux quand on est à Béthune, c'est les non-embauches de jeunes, les non-renouvellements de CDD, les non-renouvellements de période d'intérim. Est-ce qu'on a devant nous une facture, comme vous dites, à payer? Je laisse de côté la question sanitaire et un éventuel reconfinement, dont on parlera peut-être. Moi, je suis plutôt raisonnablement optimiste. La situation est difficile, mais la situation de trésorerie des entreprises n'est pas si mauvaise. Le PGE a fonctionné, le chômage partiel a fonctionné. Le plan de relance, c'est quand même beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a des questions qui peuvent être posées. Donc, je ne suis pas sûr que le pire soit certain. Et pardon de le dire, plus on se complaît dans ce pessimisme, plus on entretient de manière autoprophétique. Et donc, mon rôle en tant que porte-parole patron, c'est aussi un peu d'être optimiste. Quand même, est-ce que le malade n'a pas vécu sous perfusion, sous opium, quand on voit la masse de l'aide publique, l'endettement qui se profile à plus de 120% du PIB? Oui, on a mis le malade sous oxygène parce que... Enfin, le malade, il n'était pas malade, mais on a mis l'économie sous oxygène parce qu'à un moment, on a fermé le robinet de l'activité. Est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, je pense que c'était la seule chose à faire. Alors, ce qui peut nous inquiéter, c'est l'endettement. Mais au fond... Pardon de dire ça, ça a peut-être choqué certains. L'endettement en valeur absolue, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la capacité à rembourser. Vous savez, le Japon vit avec 200% de dette depuis des années. Et donc, c'est plutôt, est-ce qu'on est capable de refaire de la croissance? Quelle est la croissance potentielle de l'Europe? C'est ça la vraie question, plutôt que la dette. Quand vous voyez les patrons néerlandais, autrichiens, qui ne sont pas comme vous, pour qui 120% d'endettement, c'est terrifiant. On se dit quand même, il y en a un des deux qui a raison, non? Alors, détrompez-vous, les patrons hollandais, les Autrichiens, je ne leur ai pas parlé. Hans de Boer, il s'appelle le patron des patrons, enfin le porte-parole des patrons hollandais. Il a signé un texte avec nous pour mutualiser la dette européenne. Et pourquoi? Parce qu'il se rend bien compte que dans une Europe où eux sont prospères et les autres ne le sont pas, ils vont mourir comme les autres. Donc, il y a eu dans cette crise, on a beaucoup critiqué l'Europe, machin, il y a eu aussi une forme de solidarité entre les patrons européens pour essayer de mutualiser les efforts. Comment faire pour
éponger une partie de cette facture. Vous avez dit travailler davantage, ça doit être une possibilité. Il y a ce fameux tabou des 35 heures. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce qu'il faut sortir, oui ou non, des 35 heures? Moi, je dis simplement qu'il faut laisser la possibilité dans chaque entreprise, mais d'ailleurs c'est en train de se produire, de négocier les éléments du contrat de travail. Bridgestone avait proposé de gagner en compétitivité en travaillant, je crois, il passait de 32 à 34 et en étant payé 33. Je ne sais plus si c'est exactement les chiffres. Ça a été une erreur de refuser? Écoutez, je connais pas assez le dossier. C'est-à-dire, est-ce qu'en acceptant, on aurait quand même sauvé, je sais pas, et quelquefois, il y a eu des cas où les gens acceptent de travailler plus et malgré tout, le marché, la demande, etc., a fait. Donc, c'est très difficile à vivre. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ce cas particulier. Mais quand même, si vous voulez, je vais faire un appel au bon sens suisse, bien connu. C'est qu'à un moment, la quantité de richesse qu'on produit dans un pays, c'est la quantité de gens qui travaillent multipliée par le nombre d'heures et leur productivité. Et qu'en France, on travaille 1600 heures par an, on travaille moins que les Suisses. Alors là, beaucoup moins, et que les Allemands, que les autres pays. Donc, ce sujet-là n'a pas disparu avec la crise. Vous citez les Suisses, mais on pourrait citer beaucoup d'autres exemples de gens qui disent « Tiens, c'est bizarre, même ces patrons français, ils ont tellement peur de dire on sort des 35 heures, on sent quelque chose. » Non, c'est pas ça. C'est que les 35 heures, c'est une vision... au fond, c'est une vision uniforme de l'économie. À l'époque, la grande erreur 35 heures, c'était d'abaisser le temps de travail, mais aussi de dire tout le monde doit travailler pareil. Or, on voit bien... Est-ce que ça a été une erreur historique? Bien sûr, c'est une erreur historique, mais tout le monde le dit. Enfin, je crois qu'il reste peut-être Lionel Jospin pour le défendre, mais enfin... Non, mais sérieusement, tout le monde le dit. Surtout au moment où les autres pays travaillaient. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que dire... Ce que je ne dis pas, c'est qu'il faut travailler tous 37 heures ou toutes 39 heures. D'abord parce que le taux effectif, la durée effective n'est pas à 35 heures, mais surtout parce que chaque entreprise a maintenant des modèles différents. Donc c'est au niveau de l'entreprise qu'il faut trouver la solution. Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes aujourd'hui la voix des entreprises, donc vous travaillez avec tout le monde en politique, mais enfin quand même, votre relais politique traditionnel, c'était plutôt la droite classique. Qui vous représente aujourd'hui? Qui sont vos meilleurs relais politiques aujourd'hui? Moi, je ne sais pas s'il faut raisonner comme ça. Pardon. Je pose la question. D'abord, on a un gouvernement. Et c'est notre interlocuteur principal. On a des syndicats qui sont aussi des relais, bizarrement, parce qu'on débat avec eux tout le temps. Et nous, on s'adresse à tout le monde. Vous savez, on a invité Yannick Jadot à notre université d'été. Et dimanche dernier, il y a 8 jours, j'étais à la fête de l'UMA. Donc, dire le patronat, c'est la droite, je trouve ça... en tout cas, ce n'est pas le patronat que je veux incarner. Nous... On est un patronat qui essaie d'être adapté à la société, qui parle à nos salariés, qui essaie de parler à tout le monde. Pardon, là vous êtes un peu limé les canines parce que vous aviez échoué une première fois. Je me suis limé les canines. Un petit peu, parce que vous avez échoué une première fois pour la présidence du MEDEF parce que vous aviez un discours plus libéral, plus offensif. Là, vous avez arrondi. Oui, peut-être. En tout cas, le monde a changé. Je pense que les idées, elles sont partagées et c'est pas forcément parce qu'on vient de telle ou telle famille politique. On le voit bien avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qu'on incarne tel ou tel... Je vois certains leaders de droite qui, aujourd'hui, tapent sur les entreprises autant qu'ils peuvent. Desquels vous pensez à qui? Je ne citerai pas pour faire du buzz et des Allez, petites vous avez phrases. cité Jospin, vous voulez citer un deuxième. Non, mais on voit bien qu'il y a une certaine droite, il n'y a pas qu'un leader, qui, pour être proche ou être, entre guillemets, populiste, a tendance à tomber dans quelques pièges démagogiques. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça fasse progresser tellement leur carrière par ailleurs. Emmanuel Macron, vous le dites, au fond, c'est votre interlocuteur principal aujourd'hui. Vous l'aviez connu déjà dans la commission Attali, ça fait un certain nombre d'années. Au fond, est-ce qu'il a tenu ses promesses par rapport à votre monde qui est celui de l'entreprise, d'après vous? Comment vous répondre? Oui, il a tenu un certain nombre d'engagements de campagne, mais ce n'était pas... des promesses vis-à-vis de l'entreprise. C'était des promesses par exemple des gens qui l'ont élu. Ça reste un gouvernement plutôt pro-entreprise. Ça reste un gouvernement réformateur. Après, il s'est heurté quand même au mur de la réalité. Et puis, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, nous, on n'est pas tout à fait alignés. Par exemple, la retraite, par exemple, un certain nombre de réformes qui ne nous semblaient pas être ni le bon moment, ni la bonne réforme. Est-ce qu'il a reculé à un moment donné? Il y a eu réforme de certains bastions, comme la SNCF. Il y a eu beaucoup de moments où on s'est dit, il est passé, peut-être, même en force, il est passé. Est-ce que vous avez senti un moment où le mur de la réalité, comme vous dites, était trop présent? Non, le mur de la réalité, au fond, c'est autre chose. Il me semble qu'il a été élu... beaucoup de gens ont pensé que c'était un peu l'idole de la Startup Nation.
Or, on est un pays de 65 millions d'habitants. Startup Nation, c'est Singapour, parce que vous avez, je ne sais pas combien ils sont, 7-8 millions, je crois. Ça peut être le Grand Londres, mais ça ne peut pas être la France avec Béthune, avec des villes moyennes, avec une réalité. C'est un peu le réveil qui a été donné par les Gilets jaunes, en tout cas au début. Non pas que je soutienne le mouvement, mais l'impulsion originale, c'était les oubliés. Ça, il y a un chiffre que je cite souvent qui est vraiment important à entendre, c'est que sur le fameux million d'emplois qui a été créé par les entreprises privées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, 80% ont été créés dans les 22 métropoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les endroits, les géographies qui réussissent deviennent de plus en plus riches, au sens riches en emplois, riches en création d'emplois, et que malheureusement, les villes moyennes souffrent. Et ça, c'est un problème fondamental de ce pays qui est très difficile à résoudre. Et la désindustrialisation que vous évoquiez en est un symptôme majeur. Geoffroy Roux de Bézieux, vous dites on travaille avec tout le monde, vous l'avez montré effectivement, d'ailleurs très à droite, c'était votre invitation à Marion Maréchal, très à gauche parfois. Plus à gauche quand même, il y a une contestation forte qui monte. Ça a été une des vidéos le plus partagées ce week-end. Cette vidéo où la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Regol, dit être favorable à une rupture d'avec le capitalisme. Il faut l'entendre. Il n'y aura personne pour voilà vous contredire l'utilisation du terme capitalisme et sur la volonté de le renverser. Si on considère de le renverser, alors si de nous le sommes supprimer, de le renverser, je pense que personne autour de cette table Europe Écologie Les Verts vise le renversement du capitalisme. C'est une découverte pour moi là. Mais je crois que c'est une découverte et je suis intéressée parce que 15 ans que c'est inscrit dans notre programme. Oui, alors après on peut jouer sur les mots. Après, si vous n'acceptez pas quand c'est écrit, développé, qu'il y a des propositions qui sont dans ce sens-là, Alors, on trouve toujours plus à gauche ou plus anti-capitaliste. Réaction en voyant cette vidéo ce week-end? Écoutez, tout ce qui est excessif est insignifiant. Ça fait 200 ans qu'un tas de gens ont essayé de renverser le capitalisme. Soit, j'allais dire, c'est des utopistes, et d'une certaine l'utopie fait progresser, soit ça termine mal. Malheureusement, l'histoire est peuplée de gens qui avaient plein de bonnes intentions au départ, et ça se termine par une forme de régime autoritaire. Là, je crois que la vraie question... Je ne suis pas sûr que... Je n'ai pas vu le début de la discussion. C'est est-ce qu'on peut continuer le système de production tel qu'on l'a, la croissance, et sauver la planète? C'est un peu ça, la contradiction. Et c'est une question très difficile. Est-ce que là, vous n'avez pas une critique très déterminée? En d'autres temps, Mitterrand, dans les années 70, qui disait rupture avec le capitalisme, pas sûr qu'il y ait cru lui-même. Là, est-ce qu'ils n'y croient pas eux-mêmes? Écoutez, je ne connais pas Madame Regol, donc je ne sais pas ce qu'elle pense. Prochain, oui, bien sûr, ce qu'elle pense. Moi, ce que je crois, c'est que le vrai défi qui nous est posé, je vais prendre le problème dans l'autre sens, c'est que nos citoyens veulent continuer à voyager, à vivre, à consommer, etc. Mais ils veulent aussi qu'on produise décarboné. Or, produire décarboné, ça coûte plus cher. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps. Et c'est ça le vrai sujet. La rupture avec le capitalisme, je pense que 99% des Français n'y croient pas. Est-ce que c'est vraiment 99% quand on voit le résultat de certaines élections, quand on voit une partie des Verts, on peut les aimer ou non, mais enfin qui expriment des opinions très très tranchées sur la décroissance, moins voyager, moins consommer, vivre à plus bas régime? Est-ce que cette partie de l'opinion-là n'est pas profondément, pas juste comme ça dans l'écume, mais profondément contre le système? Je ne commenterai pas les élections, elles se sont faites sur des taux de participation qui étaient quand même assez faibles. Mais il y a entre la décroissance, c'est-à-dire la vraie décroissance, c'est-à-dire arrêter de consommer, vivre en autonomie, ce que fait Yves Cochet, un ancien leader des Verts, qui a une forme de cohérence. La tentation amiche, est-ce qu'elle n'existe pas dans une partie de l'opinion? Je ne crois pas, mais je peux me tromper. Par contre, il y a une demande, en particulier chez les jeunes, de sobriété, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Sobriété, c'est consommer, c'est vivre, c'est voyager, mais en étant beaucoup plus attentif aux ce qu'on appelle en économie les externalités. Et ça, c'est un vrai challenge pour nous, parce que finalement, toute l'économie n'a pas été conçue comme ça. Et je peux vous assurer que toutes les entreprises que je représente se posent la même question. C'est comment je vais faire pour moins polluer, pour moins produire de CO2. En tout cas, vous n'êtes pas un décroissant, vous incarnez la croissance dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée. C'est vraiment, alors il n'y a pas plus... voilà. Alors, je suis pas dans ma vie privée, mais non, vous allez privé, m'expliquer. Je veux dire au sens, dans le fait d'avoir fait une carrière militaire
économique, réussite y compris financière. L'argent, c'est souvent tabou en France. Gagner beaucoup d'argent, est-ce que ça a été une liberté pour vous? Il y a ce moment où vous avez fait un petit... Vous ne m'avez pas gâté sur la photo, là. Comment pour une meilleure photo, pardon. Voilà, vous êtes sensible. Non, mais elle est devant moi. Écoutez, l'argent, c'est une conséquence d'avoir monté mon entreprise. Moi, je voulais être patron depuis tout petit. À 33 ans, j'ai quitté un grand groupe avec une perspective de carrière qui était ce qu'elle était, enfin plutôt favorable, pour ma liberté. Et effectivement, ça a plutôt bien marché. Le timing, il y a toujours de la chance dans la vie, dans ce genre de réussite. Et donc, ça m'a permis effectivement de m'acheter ma liberté. Mais ça me permet d'être président du MEDEF bénévole. Vous voyez, donc je suis à plein temps au MEDEF, je ne touche pas de salaire et je le fais parce que j'ai des convictions que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de participer au débat et j'ai envie de contribuer à la réussite de ce pays. C'est votre portrait plus largement. Quand je disais, carrière militaire, vous avez quel âge quand vous décidez non seulement de faire l'armée, mais de faire l'armée? C'est pas tout à fait une carrière militaire. J'ai fait un engagement au service militaire long parce que j'avais envie de goûter un tout petit peu à cette adrénaline. Moi, j'ai une petite famille, ma famille est à tradition militaire, mon père était officier de Légion. C'est pas vraiment une carrière, mais c'est faire un peu autre chose. Oui, vous avez de très belles photos là aussi. Voilà. Un peu autre chose que... Je vais vous dire les choses à l'envers. J'ai été une enfance assez facile, assez heureuse, et j'ai envie de me mettre un peu en danger. Donc là, j'ai pu goûter à ça. Ouais. On devient plus dur au mal? Non. Enfin, peut-être un peu, mais c'est surtout qu'on découvre que chaque individu, parce qu'il y avait un vrai brassage. Quand on parle de brassage social, l'armée, c'est vraiment ça, en l'occurrence la marine. Et on découvre d'infinies possibilités chez chaque individu. Moi, ça m'a beaucoup appris, alors sur moi, certes, mais sur les autres aussi. Qu'est-ce que vous avez découvert? La résilience. C'est sans faire de... Vous voyez, c'est un moment où on tire au bout de soi-même, alors sa propre résilience, mais aussi celle des autres, et la résilience d'un groupe. Et sans faire de comparaison trop poussée, vous m'avez dit, vous voyez, ce Covid, est-ce que vous avez eu la déprime, etc. Ça permet de passer des moments un peu tendus avec une sorte de force intérieure. C'est quand même l'apprentissage des opérations commando. Vous n'avez pas été simple troufion. Hein. C'est vraiment quoi? On vous met sur une île, il faut réussir à en partir. C'est comment ça fonctionne? Oui, il y a plein de jeux. L'épreuve phare, c'est quoi? Alors, l'épreuve phare, c'est ce qu'on appelle le parcours évasion. C'est-à-dire qu'un soir, vous n'y attendez pas, vous êtes, entre guillemets, fait prisonnier et vous passez 48 heures assez désagréables. Avec objectif de sortir de là, de vous évader. Mais enfin, on sait quand même que tout ça est fait par des gens qui, quand même, au final, c'est pas Daesh, quoi. Mais pour vous préparer au mauvais coup s'il arrive. Dans l'art du commandement, qu'est-ce qu'on apprend dans ces circonstances-là? C'est un commandement très particulier parce que vous avez des gens qui sont aussi qualifiés que vous. Et du coup, si vous donnez pas de sens... ça marche pas. C'est d'ailleurs vrai, je pense, presque partout. Et de plus en plus vrai dans les organisations. Est-ce que ça manque aujourd'hui, cette teinture militaire dans la société d'avant? Il y a beaucoup en politique, beaucoup dans les affaires, beaucoup de gens qui avaient eu, c'est les hasards de l'histoire, mais qui venaient de là, beaucoup de grands patrons, de grands politiques évidemment. C'est moins le cas, est-ce que ça manque? Je crois que chaque époque a ses spécificités. Comment dire ça? Il y a un besoin, il y a des besoins paradoxaux, il y a un besoin d'autonomie et un besoin d'autorité qui se mélangent. On voit bien, je reviens au monde de l'entreprise, qu'il y a c'est de plus en plus difficile de manager, d'être patron, parce qu'on a des gens qui demandent pourquoi vous faites ça, pourquoi vous produisez comme ça, pourquoi, etc. Et en même temps, ils veulent être guidés. Et donc, c'est cette difficulté-là qu'il faut arriver à combiner. Est-ce que l'expérience militaire, moi, elle m'aide, mais on va pas revenir au service militaire, je ne crois pas. Catholique, pratiquant, hasard des invitations, ça me frappe. François Molins, qui était à votre place il y a quelques jours, Jean-Pierre Pernaut. Alors là, je ne fais pas de prosélytisme, mais dans un monde où on dit déchristianisation, tout ça est fini, on se rend compte qu'il y a, par exemple, dans des positions de responsabilité, beaucoup de gens pour qui la foi a compté. Est-ce que c'est votre cas? Oui, c'est un sujet personnel, donc moi je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est une forme d'engagement personnel qui de temps en temps guide mes choix. Mais je suis un mauvais catholique, je pêche beaucoup. Oui, c'est vrai. Comme tous les catholiques. Vous allez encore à confesse ou c'est fini? Écoutez, en tout cas, j'essaye de temps en temps non pas un examen de conscience sur le mode jésuite, mais de me poser quelques questions.
Le soir, ça existe encore, ça, les gens le soir qui essaient de faire le compte des bons et des mauvais points de la journée? Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais je sais pas comment vous dire ça simplement. Disons que voilà, si on croit que il y a autre chose dans la vie que la vie quotidienne, enfin que vous voyez que la vie terrestre, forcément, on voit les choses un peu différemment. Ce côté famille très tradit, quoi. Quand on met bout à bout, pardon, c'est le CV tel qu'il est, c'est peut-être pas vrai. Hein, j'assume. Voilà, Oui, vous assumez tradit, c'est le bon. Je ne sais pas si tradit, j'assume, mais j'ai une vie classique, oui, mais j'en ai pas honte. Il ne faut jamais avoir honte de ce qu'on est, et il faut être, il faut avoir une sorte d'unicité donc entre la personne publique et la personne privée, il n'y a pas beaucoup de différence. Aristo, vous savez que ça fascine toujours. En 2020, il y a eu la Révolution française, mais malgré tout, la particule, l'origine aristocrate, souvent d'ailleurs c'est pour les autres qui regardent les aristos plus que les aristos eux-mêmes, hein, mais est-ce que c'est votre cas? Non, vous savez, moi j'ai eu une enfance entre guillemets normale, dans un milieu favorisé, mais pas spécialement favorisé, donc j'ai pas l'impression d'être un dinosaure, mais voilà, tout va bien. Est-ce qu'il y a un héritage tout de même culturel, familial? Oui, mais qui n'est pas lié à la particule, qui est plus lié à mon milieu familial, à mes parents, que j'assume, mais il n'est pas spécialement lié à mon patronyme. Ouais. Chasseur? En 2020, vous savez, vous adorez la chasse, hein? Non, alors j'ai un peu ralenti depuis 10 ans. Non, mais j'allais chasser en Suisse, figurez-vous, quand j'étais jeune. Là, c'est l'héritage familial. J'ai chassé petit avec mon père. Voilà, petit à petit, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne sais rien, j'ai un peu ralenti. Est-ce qu'on dépend là de l'esprit du temps? On voit qu'être chasseur il y a 20 ans, c'était très admis. Être chasseur en 2020, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on dépend de ça? Non, là, c'est plus, je sais pas, l'occupation, le fait que, en vieillissant, j'ai d'autres. Voilà, je me suis mis au vélo. Enfin, je fais d'autres trucs. C'est plus personnel qu'autre chose. Ouais. Aujourd'hui, quand vous regardez le patronat tel qu'il est-ce qu'il a évolué? Vous parliez de l'autorité. Vous disiez attention, politiquement, il est peut-être plus à droite que dans le passé. Est-ce qu'il a évolué? Écoutez, il a énormément évolué. Quand vous regardez, il se trouve qu'il y a un bouquin qui est sorti là, avec les photos du comité des forges en 1900, je sais pas quoi. Bon, d'abord, il n'y avait que des hommes. Ensuite, c'était quand même très, très conservateur. Alors, on évolue, oui. Est-ce qu'on évolue assez vite, au fond? C'est un peu la question. Et est-ce qu'on évolue avec la société? Ce qui est sûr, c'est que les entreprises évoluent plus vite que le patronat institutionnel. Il y a un petit effet retard. Les entreprises, elles ont leurs clients, elles ont leurs salariés qui les poussent toute la journée. Nous, forcément, surtout au MEDEF, qui doit représenter toutes les sensibilités, on est un peu plus conservateur. Ce que j'essaye de faire, je ne sais pas si je réussis, mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement de moderniser à la fois l'expression et aussi les positions du MEDEF. Comment vous pouvez faire pression sur le monde politique en 2020? Les codes ont tellement changé. Est-ce que vous avez gardé les leviers? Faire pression sur le politique, c'est en fait faire pression sur l'opinion. Le levier, il est là. Et donc, nous, on est là aussi pour gagner la bataille de l'opinion. Dans un pays qui a un rapport, vous l'avez dit, avec l'argent, avec l'entreprise, avec la réussite, qui n'est pas simple. Donc, ce n'est pas une mission facile, mais je pense qu'elle est très importante parce que l'avenir d'un pays, c'est d'abord son économie aujourd'hui. Monsieur Gallois, à votre place, il y a quelque temps, disait, voilà, les riches, oui, devront mettre la main au porte-monnaie, même de manière symbolique, même si ce n'est pas ça qui sera décisif. Est-ce que vous entendez cette musique qui monte? Je connais bien Louis Gallois, j'ai travaillé longtemps avec lui chez PSA, je l'aime beaucoup, mais il a un côté, il a un réflexe pavlovien français qui est de dire, dès qu'il y a un problème, on va commencer par monter les impôts et si possible ceux des riches. On est un pays qui paye, je ne sais plus le chiffre maintenant, puisque comme les impôts n'ont pas bougé, mais que le PIB a baissé, mais en gros 50 quelque chose % de notre richesse est prélevée par les impôts. On est les champions du monde. Il y en a assez d'après vous? Mais oui, parce qu'à un moment, si vous voulez, on est dans un monde libre, ouvert, alors qui va peut-être se refermer un tout petit peu, et je pense qu'on a atteint une certaine saturation. C'est pas en augmentant les impôts des plus riches qu'on réglera les problèmes. On le sait bien, malheureusement. Geoffroy Roux de Bézieux, quand on faisait votre portrait, il y a presque tout, vous êtes quasi devenu un logo, il y a toujours une cravate. Alors j'étais déçu, on n'avait pas votre cravate avec vous. Cravate à poil, on vous l'avait mise dans la poche. Alors, j'ai pas une cravate à pois, mais si vous voulez que je mette une cravate à pois la prochaine fois que vous m'inviterez, je le ferai volontiers. Et puis dans cette biographie, voilà, vous avez même chanté, un groupe de rock, c'est ça?
Ah, alors là, ça il y a très longtemps. C'était les Black Pampers. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'on chantait chez les Black Pampers? On chantait du Johnny, donc c'était pas et je chantais pas très bien, pour tout vous dire. Mais enfin bon. Roselyne Bachelot a chanté à votre place. Vous pouvez bien chanter au bout de. Qu'est-ce qu'on chantait à l'époque? On chantait, je sais plus, c'était les Que je t'aime, etc. Enfin, donc ça doit être dans 80. Là, 83, 84. Donc je sais plus ce qu'on chantait très bien, mais c'était du rock et du Johnny. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux. GRB, c'est comme ça que vous appelez vos amis? Oui. C'est compliqué de tout dire toujours. Voilà, donc GRB, ça va très bien. Ouais. Si on finit par le début, l'optimisme, est-ce que ça joue en économie? Il y a toujours cette variante, on dit. C'est même majeur. L'économie de marché, c'est l'économie de la confiance. Et des acteurs économiques, des consommateurs, on est tous dépositaires un tout petit peu de cette confiance. Pour ça qu'effectivement, j'essaye d'avoir un discours plus optimiste que pessimiste, même quand les choses vont mal. On sort d'une première partie du mandat d'Emmanuel Macron. Lui a beaucoup joué ça. On a beaucoup dit en 2017, il était le parti des gens heureux, joyeux. Il y avait ce côté neuf. Est-ce qu'il peut incarner ça la prochaine fois? Écoutez, en 2022, je ne vais pas faire directeur de campagne, je ne peux pas vous répondre. Mais je pense qu'il faut aussi s'appuyer, il faut être globalement, quand on est un responsable, que ce soit politique, économique, il faut s'appuyer sur le moteur positif des gens. Moi, je ne crois pas au gouvernement par la peur, ou par l'inquiétude, ou par le pessimisme. Alors, de temps en temps, il faut avoir un discours évidemment responsable. On ne peut pas être un peu le ravi de la crèche et raconter n'importe quoi. Mais je pense qu'on peut faire bouger les gens, y compris les plus rétifs, avec un discours qui les entraîne. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, la voix du MEDEF et des entreprises. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Et tout de suite, je cède la parole à Julien Arnaud pour le Grand Soir. Merci, à demain. C'était votre programme.